Salut à tous, me revoici pour vous faire un point sur mes lectures de la fin du mois d'août et du début du mois de septembre. Donc la lumière est pourrie comme d'habitude, mes cheveux sont un peu en pétard comme d'habitude et le monde continue de s'enfoncer dans la médiocrité. Voilà. Alors en plus j'ai pas beaucoup de temps pour tourner parce que je vais bientôt devoir partir, donc en gros j'ai 2 livres à vous présenter parce que mon rythme n'a pas été aussi fulgurant que j'aurais voulu. Du coup, je n'ai toujours pas commencé mon challenge sur les félins, mais je vais essayer de le faire ce soir ou au pire demain, puisque j'ai terminé hier le dernier livre que j'avais à lire avant de commencer le challenge. Donc tout d'abord, je vous parle du livre que j'ai lu encore avant ça, donc sur la fin du mois d'août. Il s'agit de Quand sort la recluse de Fred Vargas. Donc je vous l'avais déjà un petit peu présenté lors du dernier point lecture. Donc c'est un policier qui met en scène le commissaire Adamsberg. C'est un tome c'est l'un des derniers tomes. Je me demande même si c'est pas le plus récent qui est sorti. J'ai un petit doute, mais en tout cas c'est l'un des derniers dans la série. Même si bon, ils peuvent se lire indépendamment, mais néanmoins il y a quand même des références à des événements antérieurs, donc je pense que c'est mieux de les lire dans l'ordre. Donc ça n'a pas été mon cas puisque de Fred Vargas j'avais lu seulement un autre livre avant il y a super longtemps, et du coup c'est vrai qu'au fil de l'intrigue il y a eu parfois des références à certains événements que je ne connaissais pas et qui je pense figuraient en fait dans les tomes précédents, et du coup bon ça gêne pas la compréhension de l'histoire, mais c'est vrai que notamment au niveau des relations entre les personnages on sent que parfois il y a des personnages qui ont un passé en commun ou qu'il leur est arrivé des trucs dans les tomes précédents, et du coup j'avais pas trop les références pour savoir exactement de quoi il s'agissait. Donc je dirais que c'est mieux de les lire dans l'ordre a priori. Concernant ce tome en particulier, l'enquête démarre, alors je sais plus trop si je vous avais vraiment expliqué ça ou pas, mais l'enquête démarre suite à plusieurs morts suspectes qui auraient été provoquées par une morsure d'araignée, si je vous l'avais expliqué, qui s'appelle la Recluse dans le sud de la France. Mais le commissaire Adamsberg pense que ce n'est pas juste des morsures d'araignée et qu'en fait ces hommes ont été assassinés avec du venin d'araignée, mais de façon volontaire par un assassin humain. Et donc il va essayer de savoir de quoi il retourne, de trouver cet assassin et de découvrir comment est-ce qu'il fait pour tuer ces hommes avec du venin de recluse, parce que c'est une technique, c'est un mode opératoire assez compliqué et assez particulier aussi. Donc voilà, c'est une enquête un petit peu étrange, d'autant que comme ses supérieurs, enfin en tout cas ses collègues autour de lui, ont tendance à ne pas être très convaincus que ces hommes ont été victimes de meurtre. Du coup, Adamsberg va en fait devoir mener son enquête un petit peu en secret, puisque ce n'est pas une enquête très officielle et ça va lui causer des difficultés. Donc voilà. Alors, c'est une lecture dont je suis ressortie avec un avis un petit peu mitigé. Il y a eu le fait, surtout que en fait, avant que je lise ce livre, on m'avait un petit peu spoilé, on m'avait donné un détail, un indice en fait sur l'identité de l'assassin, pas un très très gros indice, mais quand même suffisamment important on va dire pour que ça me permette d'éliminer dès le début un certain nombre de suspects. Du coup ça réduisait beaucoup le champ des possibles, et ça a fait que j'ai deviné qui était l'assassin vraiment quasiment dès le début en fait. Du coup il n'y avait aucun suspense, mais malgré ça je pense que même si on ne m'avait pas donné cet indice au début, je pense que j'aurais très rapidement découvert qui est l'assassin. Et d'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires Livre Addict qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient deviné très vite aussi. Donc je pense qu'effectivement, dans ce tome-là, l'auteur n'a pas réussi à créer un suspense suffisamment fort, parce que voilà, on devine vraiment trop facilement qui est le coupable. Et du coup, c'était un petit peu gênant pour un roman policier quand même, parce que notamment sur la fin, au moment où Adamsberg commence un peu à avoir des doutes, il se met à réfléchir à plein de trucs, il se fait tout un raisonnement où il essaye d'assembler les indices et tout, et sauf que, enfin, moi j'avais déjà compris depuis longtemps quoi, et du coup j'ai trouvé ça très long en fait. Je trouvais qu'il mettait beaucoup de temps à se rendre compte de choses qui à moi me paraissaient complètement évidentes, et du coup ces passages là m'ont paru un peu longs et un peu ennuyeux. Donc voilà, du coup c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Maintenant j'ai été intéressée par les aspects un peu scientifiques liés à l'araignée, au venin d'araignée, etc. Même si ce n'est pas, finalement c'est pas vraiment le thème le plus important du livre,
C'est un thème qui est un peu exploité, mais moins que je l'aurais pensé. Et en fait, j'ai trouvé que l'intrigue en fait avait tendance à un petit peu à traîner en longueur et à être très redondante. C'est-à-dire que il y a des passages, il me semble que je vous l'avais déjà dit ça aussi la dernière fois, il y a des passages où les personnages, deux personnages vont de leur côté se rendre compte d'un truc. Donc on nous explique que voilà, ils ont déduit ça et ça. Puis ensuite ils retrouvent leurs collègues et ils leur expliquent ce qu'ils viennent de découvrir, sauf que du coup, comme ils leur réexpliquent ce qu'on vient de nous expliquer dans le passage d'avant, bah, ça fait des grosses répétitions en fait, parce que les personnages passent leur temps à réexpliquer dans les dialogues ce qui a déjà été décrit dans les scènes où ils ont fait leur propre déduction. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Du coup, il y avait vraiment beaucoup de répétitions à certains moments et je trouvais ça très lourd et j'étais étonnée que l'auteur ne s'en soit pas rendu compte parce que c'était quand même assez flagrant quoi. Et ça m'a donné le sentiment que peut-être l'auteur ne s'était pas suffisamment relu en fait, qu'elle n'avait peut-être pas assez relu son manuscrit ou qu'elle n'avait pas pris assez de recul et que du coup elle avait laissé passer ce qui pour moi est quand même une assez grosse maladresse. Donc voilà, j'ai eu le sentiment en fait qu'elle était moins inspirée que par rapport à l'autre roman que j'avais lu avant, qui était donc L'homme à l'envers, où là j'avais pas eu cette sensation-là. Je me rappelle pas très bien, mais en tout cas j'en ai pas gardé ce souvenir. Là j'ai trouvé qu'elle avait été un petit peu moins inspirée quoi. Donc voilà, et ce qui m'a un petit peu gênée aussi, ça a été les personnages, puisque je me suis pas du tout attachée à eux et je les ai même trouvés assez agaçants. Il y avait des personnages et des dialogues notamment que j'ai trouvé assez exaspérants. Et du coup, bon, c'était des passages pareils où ça m'a pas trop aidé à me mettre dans l'histoire parce que voilà, j'étais un peu agacée parfois par les personnages que je trouvais un peu énervants quoi. Donc voilà, néanmoins ça n'a pas été une mauvaise lecture parce que ça se lit quand même bien et puis il y a quelques passages enfin, qui sont intéressants avec, comme je disais, des explications scientifiques, etc. Mais globalement, je pense que l'auteur a probablement dû faire beaucoup mieux dans d'autres tomes et pour moi ça n'est pas un roman policier incontournable. Voilà. Je vous fais mon avis un peu en mode ouh. Il y a des passages d'ombre, un peu en mode vite fait, mais c'est parce que, comme je vous le disais, j'ai pas beaucoup de temps, donc c'est un petit peu brouillon, mais voilà. Ensuite, après ça, j'ai donc lu le 5e tome des Rois Maudits, donc La Louve de France de Maurice Druon. Comme vous le voyez, j'ai mis des petits trucs de citation, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. C'est mon tome préféré pour l'instant dans la série. J'ai trouvé qu'il était vraiment très bien, notamment grâce aux personnages que j'ai trouvé particulièrement intéressants dans ce tome-là. Donc on va suivre notamment Isabelle de France, qui est donc la reine d'Angleterre à cette époque, donc c'est au début des années 1300. Donc, et c'est elle qui est surnommée la Louve de France. On va suivre également son mari, le roi d'Angleterre Édouard II, ainsi qu'un rebelle qui est contre le roi Édouard II, qui s'appelle Roger Mortimer et qui va devenir l'amant de la reine Isabelle. Donc là je vous spoile pas parce qu'on se doute dès le début en fait qu'il va y avoir un truc. Et à côté de ça, au niveau, donc ça c'est plutôt au niveau Angleterre, où il y a une grosse partie de l'intrigue de ce tome se passe en Angleterre. Et au niveau français, on va suivre un petit peu le roi Charles IV, je crois, donc le 3e fils du roi Philippe le Bel, qui vient de devenir roi suite à la mort du roi précédent. Et alors lui, finalement on ne sait pas grand chose de lui parce qu'il est présenté un peu comme un personnage secondaire et globalement il apparaît comme un roi très incompétent qui était assez faible de caractère, qui ne savait pas trop ce qu'il faisait et qui était en fait très manipulé par ses conseillers qui avaient autour de lui. Et on va plutôt suivre les conseillers en fait, donc notamment Robert d'Artois qu'on suit depuis le 1er tome et Charles de Valois qu'on suit également depuis le début de la série. Et puis voilà, il y a plein de personnages secondaires qui gravitent autour, certains qu'on connaît depuis longtemps, d'autres qui sont nouveaux, qui viennent d'apparaître. Et donc il y a toute une histoire en fait sur une sorte de rébellion, de trahison, puisqu'en fait la reine d'Angleterre, donc Isabelle de France, qui est donc reine d'Angleterre, est en fait assez maltraitée par son mari, surtout par ses conseillers qui l'entourent, puisque Édouard II était aussi un roi jugé assez faible et manipulé par ses conseillers, qui était très opposé à la reine Isabelle et qui la tourmentait en fait de toutes les façons possibles.
Et à un moment, Isabelle va décider de se venger en fait. Et donc avec son amant Roger Mortimer, elle va entreprendre une vengeance très cruelle à l'égard du roi et de ses conseillers. Et c'est une grosse partie de l'intrigue qui va tourner autour de ça. Donc voilà, encore une fois, je vous résume tout ça très vite. Mais c'était vraiment super bien. C'était une intrigue que j'ai trouvée vraiment palpitante du début à la fin, contrairement au tome 4 où j'avais trouvé le début un petit peu long et où parfois je trouvais que ça manquait d'action. Là, dès le début, on est dans l'action puisque ça commence par une évasion de prison, une cavale, etc. Enfin, ça commence tout de suite par quelque chose d'assez palpitant, on va dire. Et après, le rythme ne baisse pas, donc il y a un rythme assez soutenu tout du long. Et donc c'était vraiment très intéressant, très facile à lire, on va dire, rythmé, etc. Et c'est un truc que j'admire pas mal chez Maurice Druon, c'est qu'il arrive à ne pas faire de longueur et de digression interminables, mais malgré ça, il décrit très très bien les aspects historiques, l'atmosphère qu'il y avait à l'époque, les différents personnages, les relations entre eux, leur psychologie aussi, puisque donc comme je le disais, les personnages présentés là sont vraiment intéressants. C'est des personnages qui sont très très ambigus. J'ai notamment beaucoup aimé Roger Mortimer, qui est un homme très charismatique, qui dès le début est présenté comme limite comme un prince charmant, mais un peu ténébreux, un peu sombre, donc un homme très charismatique, très séduisant. Mais au fur et à mesure du récit, on se rend compte qu'il a une part de ténèbres qui est profondément ancrée en lui et qu'il est capable de faire des choses très répréhensible, très cruel, et que finalement c'est pas le héros qu'on aurait, je n'arrive pas à parler, c'est pas le héros qu'on aurait pu croire que c'était, je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Bref, un personnage donc, qui révèle une autre facette au fil du récit, et j'ai trouvé que ça c'était bien amené, que c'était super intéressant. Au début j'aimais beaucoup aussi le personnage de Isabelle, mais sur la fin son attitude m'a un peu surprise et m'a un petit peu déçue, donc bon. Mais c'est aussi un personnage qui m'a quand même beaucoup intéressée, dont on découvre assez en profondeur la psychologie, etc. C'est une femme qui a un fort caractère en fait, mais qui va être prise d'une passion amoureuse pour son amant, qui va l'amener parfois à commettre de mauvais choix. Et donc par rapport à cette passion amoureuse, je l'ai trouvée très intéressante. C'est la deuxième fois en pas très longtemps que je trouve une passion amoureuse intéressante dans un livre, c'est incroyable. Mais ouais, là j'ai trouvé que c'était pas amené n'importe comment, c'était pas niais, c'était au contraire une romance qui était très intéressante, qui était assez sombre, avec des aspects assez violents, puisque c'est une romance qui s'inscrit dans un contexte de vengeance vraiment meurtrière. Et les sentiments entre les deux personnages sont vraiment hyper bien décrits. D'ailleurs, tous les sentiments en général sont très bien décrits dans ce livre. Maurice Druon, il a un style qui est très raffiné, qui est très élégant et qui en même temps est toujours hyper précis, hyper efficace. Il va droit au but. Ses phrases, comment dire, il n'y a pas de fioriture dans ses phrases en fait. Il va tout de suite je sais pas trop comment dire ça, il va tout de suite au fond des choses, et des fois il y avait des phrases que je lisais où en très peu de mots il résumait un concept assez complexe, et où je lisais ça et je me disais mais c'est exactement ça quoi, c'est exactement comme ça qu'il faut le dire, et j'étais vraiment assez admirative de son style, je dois dire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps, mais en tout cas c'est une série que je vous recommande encore une fois. J'ai entendu dire que le tome 6 était un peu moins bon que celui-ci, donc on verra, mais en tout cas ce tome 5 je l'ai trouvé vraiment excellent. La fin est également très poignante, très percutante, donc je vais pas vous dire ce qui se passe, mais voilà, la fin laisse une impression très forte au moment de refermer le livre, et j'ai hâte de découvrir la suite. Et donc maintenant que j'ai lu tout ça, je vais commencer enfin mon challenge des grands félins, et je vais commencer avec Celle qui a tous les dons de MR Carré. Donc je vous présentais dans la vidéo du challenge, je vous invite à la regarder pour savoir un peu de quoi ça parle, etc. Pour cette vidéo je vais arrêter ici, et puis je vous dis à très bientôt, faites de bonnes lectures, et encore une fois désolée pour cette luminosité, et voilà, salut.